futurs médecins, booster votre apprentissage n'a jamais été aussi simple. Rendez-vous sur Études Médecine Space, votre plateforme dédiée pour maîtriser l'anatomie, la pharmacologie et réussir vos examens. Des articles détaillés et des podcasts en français vous y attendent pour simplifier votre parcours. Études Médecine Space, la réussite médicale à portée de clic. Avez-vous déjà pris le temps de regarder vos mains et de vous dire que, là, en cet instant précis, vous transportez plus de passagers que la population totale de la Terre? C'est une pensée assez vertigineuse. Nous vivons dans un monde de géants, du moins de notre point de vue, mais la réalité de la vie sur cette planète est infiniment petite. La plupart de ses compagnons microscopiques sont nos meilleurs alliés, ils nous aident à digérer, nous protègent, façonnent même notre immunité. Mais parfois, l'équilibre rompt. Une bactérie opportuniste profite d'une brèche, ou un étranger malveillant s'installe, et c'est là que l'infection commence. Ce qui est fascinant, c'est que ces infections bactériennes dites courantes, celles dont on entend parler au bureau ou à l'école, sont de véritables chefs-d'œuvre de stratégie biologique. Comprendre comment elles fonctionnent, c'est un peu comme apprendre à lire les signaux de fumée d'un incendie avant qu'il ne ravage la forêt. Prenons un exemple que presque tout le monde a connu. L'angine. Vous vous réveillez un matin, et c'est comme si vous aviez avalé du fil de fer barbelé. Dans la grande majorité des cas, c'est un virus, mais pour une part non négligeable, c'est une bactérie, souvent le célèbre streptocoque. Imaginez cette bactérie comme un alpiniste de l'extrême. Elle arrive sur vos amygdales et elle doit s'accrocher. Pour elle, vos muqueuses sont comme une paroi rocheuse glissante. Elle déploie alors des grappins moléculaires pour se fixer solidement. Une fois installée, elle ne se contente pas de squatter les lieux. Elle commence à sécréter des substances qui vont littéralement dissoudre les tissus environnants pour se nourrir. C'est cette agression chimique qui déclenche l'alerte rouge de votre système immunitaire. La douleur, le gonflement, la gorge rouge, c'est en fait votre propre armée qui débarque sur le champ de bataille, provoquant un afflux de sang pour acheminer les troupes. C'est une guerre de territoire brutale. Mais les bactéries ne s'attaquent pas qu'à la gorge. L'un des terrains de jeu les plus fréquents pour elles, ce sont les voies urinaires. C'est un domaine où la reine incontestée s'appelle Escherichia coli. Normalement, cette bactérie est une citoyenne exemplaire de notre intestin. Elle nous aide, elle est paisible. Mais si elle change de quartier et se retrouve dans le système urinaire, elle devient une envahisseuse redoutable. Le problème, c'est que le système urinaire est normalement une rampe de lancement. Le flux de l'urine est censé tout balayer vers l'extérieur. Alors, comment fait-elle pour remonter le courant? C'est là que c'est génial, d'un point de vue purement technique. Elle possède des sortes de poils microscopiques, des pili, qui agissent comme des rames ou des ancres. Elle s'accroche aux parois, progresse centimètre par centimètre contre le vent, si on peut dire. Si elle atteint la vessie, elle peut créer une cystite. Et si on ne l'arrête pas, elle peut continuer son escalade jusqu'au rein. C'est une véritable remontée de rivière pour un organisme qui n'a pourtant pas de cerveau pour planifier son voyage. On oublie souvent que notre peau, cette barrière que nous pensons imperméable, est elle aussi un écosystème fragile. Vous avez sûrement déjà entendu parler du staphylocoque doré. On le diabolise souvent, mais beaucoup d'entre nous le portent sur la peau ou dans le nez sans aucun problème. Il attend juste une faille. Une petite coupure, un poil incarné, une éraflure de rien du tout, et le voilà qui s'engouffre dans la brèche. Ce qui rend le staphylocoque particulier, c'est sa capacité à former ce qu'on appelle un abcès. C'est une stratégie de siège médiéval inversée. La bactérie crée une sorte de coque de protection, un mélange de tissus morts et de débris, pour s'isoler des attaques de vos globules blancs. À l'intérieur de cette bulle, elle se multiplie tranquillement, à l'abri des antibiotiques qui ont du mal à pénétrer cette armure de pu. C'est pour cela qu'un simple petit bouton peut parfois devenir si douloureux et nécessiter une intervention. Il y a aussi ces infections qui s'attaquent à notre moteur principal, les poumons. La pneumonie bactérienne est un défi majeur. Ici, le coupable est souvent le pneumocoque. Imaginez vos poumons comme une immense éponge faite de millions de petites bulles d'air, les alvéoles. C'est là que l'oxygène passe dans votre sang. Quand le pneumocoque s'installe, il provoque une réaction inflammatoire telle que ces petites bulles se remplissent de liquide et de cellules immunitaires. L'éponge se gorge d'eau. On comprend alors très bien pourquoi on a tant de mal à respirer. L'air ne peut plus circuler là où il y a du liquide. C'est une lutte pour l'oxygène à l'échelle cellulaire. Et ce qui est troublant, c'est que cette bactérie possède une sorte de bouclier, une capsule de sucre très lisse, qui la rend extrêmement difficile à attraper pour nos cellules de défense. C'est comme essayer de saisir un savon mouillé avec des gants de boxe. Ce qui est fascinant dans toutes ces situations, c'est la diversité des symptômes. Pourquoi une bactérie donne-t-elle de la fièvre et une autre seulement une douleur locale? La fièvre, c'est le thermostat global que votre corps décide de monter. Les bactéries n'aiment pas la chaleur, cela ralentit leur métabolisme. En montant à 38 ou 39 degrés, votre corps tente de
Cuire. L'envahisseur. C'est une stratégie de la terre brûlée. Mais certaines bactéries sont plus malignes. Elles sécrètent des toxines, des poisons chimiques qui voyagent dans le sang loin du site de l'infection. C'est le cas pour certaines intoxications alimentaires. Vous mangez quelque chose de contaminé par une toxine de staphylocoque ou de bacille, et quelques heures plus tard, votre corps décide de tout évacuer de manière assez violente. Ce n'est pas forcément la bactérie elle-même qui vous rend malade à ce moment-là, mais l'arme chimique qu'elle a laissée derrière elle sur le morceau de poulet ou dans la crème pâtissière. On parle souvent de la résistance des bactéries, et c'est un sujet crucial. Mais avant d'en arriver à la résistance aux médicaments, il faut comprendre la résistance naturelle. Les bactéries ont survécu à tout depuis des milliards d'années. Elles ont connu les éruptions volcaniques, les glaciations, et elles s'adaptent à une vitesse phénoménale. Dans une infection courante, si vous commencez un traitement et que vous l'arrêtez trop tôt parce que ça va mieux, vous faites une erreur stratégique majeure. Les premières bactéries à mourir sont les plus faibles. Celles qui restent sont les plus coriaces, celles qui ont peut-être une petite mutation leur permettant de tolérer un peu mieux le médicament. Si vous arrêtez, ces survivantes vont se multiplier. Vous venez de sélectionner, dans votre propre corps, une armée de super soldats. C'est un peu comme si vous partiez d'un incendie alors qu'il reste encore quelques braises sous les cendres. Le feu repartira, et cette fois, il sera beaucoup plus dur à éteindre. Comment peut-on, nous, au quotidien, naviguer dans ce monde microscopique sans devenir paranoïaque? La clé, c'est l'hygiène, mais une hygiène intelligente. Le lavage des mains reste l'arme de destruction massive la plus efficace et la moins chère de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que le savon ne se contente pas de pousser les bactéries, il détruit physiquement la membrane de beaucoup d'entre elles. C'est une attaque structurelle. Mais il faut aussi se rappeler que notre meilleur allié contre les mauvaises bactéries, ce sont nos bonnes bactéries. C'est ce qu'on appelle l'effet barrière. Si votre peau et vos muqueuses sont déjà occupées par une population pacifique et dense, il n'y a plus de place pour les envahisseurs. C'est la loi du premier occupant. En abusant des gels hydroalcooliques ou des savons trop agressifs sans raison, on décape parfois nos propres protecteurs, laissant le terrain libre aux opportunistes. Il y a une autre infection très commune dont on parle peu, car elle est un peu taboue, mais elle illustre parfaitement la persistance, les infections de l'estomac, notamment par Helicobacter pylori. C'est une bactérie incroyable qui a réussi l'impossible, vivre dans un bain d'acide chlorhydrique. Pour elle, l'estomac n'est pas un milieu hostile, c'est sa piscine. Elle sécrète une enzyme qui crée une bulle de protection alcaline autour d'elle, neutralisant l'acide localement. Elle se glisse ensuite sous la couche de mucus protecteur de l'estomac. C'est elle qui est responsable de la majorité des ulcères. Pendant des décennies, on a cru que les ulcères étaient dus au stress ou aux épices. On traitait le symptôme, mais pas la cause. C'est la découverte de cette bactérie qui a tout changé. Cela nous rappelle qu'en médecine, la vérité est souvent cachée là où on ne pense pas pouvoir trouver de la vie. Mais alors, quand faut-il vraiment s'inquiéter? Une infection bactérienne n'est pas une fatalité, mais elle demande de la vigilance. Les signes de gravité, ce sont souvent ceux qui indiquent que la bataille n'est plus locale, mais qu'elle devient systémique. Une confusion mentale, une fatigue extrême, une fièvre qui ne baisse pas, ou des taches rouges sur la peau qui ne s'effacent pas quand on appuie dessus. C'est le signe que les bactéries ou leurs toxines commencent à saturer les capacités de défense du corps. Le passage d'une infection courante à une situation sérieuse peut être rapide, car la croissance bactérienne est exponentielle. Une bactérie devient 2, 2 deviennent 4, 4 deviennent 8. En quelques heures, on passe de quelques milliers à des milliards. Pourtant, il ne faut pas oublier que nous vivons l'époque la plus sûre de l'histoire face aux microbes. Avant la découverte des antibiotiques et la compréhension de l'hygiène, une simple coupure en jardinant pouvait être une condamnation à mort. Aujourd'hui, nous avons tendance à banaliser ces infections. On prend un cachet et on n'y pense plus. Mais cette facilité nous a rendus un peu négligents. On oublie que chaque infection est une interaction complexe entre notre patrimoine génétique, notre état de fatigue, notre alimentation et l'environnement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment les bactéries communiquent entre elles. Elles pratiquent ce qu'on appelle le quorum sensing. C'est une sorte de vote démocratique moléculaire. Une bactérie isolée ne va pas attaquer, elle se ferait repérer tout de suite. Elle attend d'être assez nombreuse. Les bactéries sécrètent des molécules de signalisation. Quand la concentration de ces molécules atteint un certain seuil dans votre corps, cela signifie qu'elles sont légion. À ce moment précis, et pas avant, elles activent tout ensemble leur gène d'agression. C'est une attaque coordonnée, un blitzkrieg microscopique. Si on arrive un jour à brouiller cette communication, on pourra peut-être empêcher les infections sans même avoir besoin de tuer les bactéries, juste en les empêchant de savoir qu'elles sont assez nombreuses pour attaquer. En fin de compte, les infections bactériennes courantes nous racontent une histoire d'équilibre. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas des entités isolées, mais des écosystèmes ouverts sur le monde.
Chaque fois que vous soignez une angine ou une infection urinaire, vous participez à cette grande régulation du vivant. Il ne s'agit pas de déclarer une guerre totale au monde bactérien, ce serait suicidaire puisque nous sommes faits de bactéries. Il s'agit de maintenir une diplomatie de fer. Savoir quand laisser faire notre immunité, quand intervenir avec la science, et surtout comment ne pas transformer des infections banales en problèmes insolubles par notre comportement. C'est un voyage permanent entre le visible et l'invisible. On sort de cette réflexion avec une vision un peu différente de ce que signifie être malade. Ce n'est pas juste un dysfonctionnement, c'est une rencontre. Une rencontre parfois rugueuse, certes, mais qui fait partie intégrante de l'aventure biologique. Les bactéries ont été les premières sur Terre, elles seront sans doute les dernières. Notre défi est de continuer à apprendre leur langage, à comprendre leurs tactiques pour mieux protéger cette merveilleuse structure qu'est le corps humain. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce petit picotement dans la gorge ou cette brûlure caractéristique, ne le voyez pas seulement comme un ennui technique. Voyez-le comme le début d'un dialogue très ancien, un signal que votre corps a besoin d'un peu de soutien dans sa gestion quotidienne de l'invisible. On se rend compte que la santé, c'est finalement l'art de la cohabitation. Si l'on regarde vers l'avenir, avec la montée des résistances et les changements de nos modes de vie, ne pensez-vous pas que notre meilleure défense réside moins dans la puissance de nos nouveaux médicaments que dans la finesse de notre compréhension de ces mécanismes naturels? Comment pourrions-nous, individuellement, devenir de meilleurs gardiens de cet équilibre fragile sans tomber dans l'excès de précaution? C'est une question qui nous concerne tous, car après tout, nous partageons nos bactéries avec tous ceux que nous aimons, et même avec ceux que nous croisons simplement dans la rue.